Sébastien Maillot, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission YouTube et podcast Heure des héros. Donc c'est une émission dans laquelle on va rencontrer des gens inspirants, qui font bouger les choses dans leur domaine. Et du coup aujourd'hui on a la chance et le plaisir de t'accueillir dans cette salle de CrossFit. Du coup je vais te laisser un peu te présenter et ensuite on échangera sur plusieurs sujets. Ça marche. Bah écoute, donc Seb Maillot, j'ai 28 ans. Donc là, je suis coach sportif depuis maintenant 5 ans que j'ai commencé en parallèle de mes études. Donc j'ai fait donc 2 licences TAPS, un master en préparation physique et réhabilitation et un DU donc en préparation physique. Et donc en parallèle de ça, voilà, donc je suis rentré à La Réunion depuis un an maintenant. Et maintenant, je coach dans 2 salles de CrossFit, à Green Lion et à CrossFit La Fournaise. CrossFit La Fournaise, pardon, exactement. Donc voilà, donc, depuis un an et en parallèle de ça aussi, donc je suis coach aussi en ligne. Donc je fais ce qu'on appelle du remote coaching. Donc c'est du coaching en ligne où on va suivre donc des sportifs en préparation individuelle. Donc en fait là c'est plus sur des sportifs qui ont révisé compétition pour ma part. Donc que ce soit dans le CrossFit, dans l'haltérophilie, le triathlon par exemple, ou quel que soit le sport. Donc je les accompagne de A à Z donc, pour préparer leur compétition. Donc c'est vraiment du coaching individualisé où je travaille vraiment de semaine en semaine. Voilà. D'accord. Cette orientation sportive, c'est un choix, j'imagine, personnel par rapport à aussi... je pense, je sais pas, l'amour du sport, du coaching, ce choix STAPS puis DU. En fait, ouais, je fais du sport depuis que je suis tout petit. J'ai commencé par le surf quand j'avais 3 ans, et après j'ai fait un peu. Donc je suis parti faire du football un petit peu. Après j'ai fait beaucoup de rugby. Donc quand je suis rentré au collège, parce que je suis rentré en section sportive rugby au collège, et donc jusqu'à ma terminale. Et mes premières années STAPS, j'ai fait du rugby. Et je me suis orienté vers STAPS en fait parce que j'avais pris un goût vraiment à l'entraînement. En fait, quand je partais m'entraîner, c'était pas pour être le meilleur, c'était vraiment une vision, on va dire, de l'entraîneur. Enfin, j'ai vraiment, comment dire, je me suis vraiment inspiré d'eux en fait. Et je me dis, c'est quand même fou qu'il y ait une personne qui a entraîné par exemple 10, 15, 20 jeunes et qui les emmène par exemple en voyage, qui les emmène gagner des titres. Ou, en fait, c'est vraiment ça qui m'a plu directement. Donc c'est pour ça en fait que j'ai voulu partir en STAPS après. Ouais. Donc pour devenir vraiment entraîneur. En fait, c'est savoir transmettre qui t'a un peu... c'est ça, voilà. Exactement. Qui te passionne là-dedans. Donc du coup, en gros, il y a CrossFit, haltéro, coaching, mais finalement, il y a d'autres sports ou passions qui gravitent autour de toi. Ma première passion, donc ouais, c'était le surf. Et après, donc j'ai commencé le rugby en 6e, et c'était vraiment pour être avec les copains, mais je surfais aussi. Et en fait, quand il y a eu la crise requin, c'est là vraiment que j'ai arrêté le surf et que je me suis mis vraiment au rugby, puis plus tard à l'haltérophilie. Et après, maintenant, j'ai repris un peu le surf maintenant. Peut-être pour les gens qui te découvrent et qui découvrent également un peu ces beaux CrossFit, haltéro, est-ce que ça te dirait de nous donner ta vision des 2 sports pour qu'on comprenne un petit peu la différence ou les différences en tout cas entre les 2? Donc, en haltérophilie, donc c'est un sport qui est présent aux Jeux Olympiques. Et en fait, il y a 2 mouvements. Donc il y a le mouvement du snatch. Donc la barre elle est au sol et on doit l'emmener en un mouvement au-dessus de la tête. Et donc on doit amener la charge la plus lourde possible. Et il y a le clean and jerk. Donc pareil, la barre commence au sol. Je la mets d'abord sur mes clavicules et après je la mets au-dessus de la tête. Donc ça sera en 2 mouvements. Et donc le but c'est avec 3 décès par mouvement, soulever la plus grosse charge possible
en additionnant donc les 2 meilleures charges. Donc j'ai le droit à 3 essais au snatch, 3 essais au clean and jerk, et on prend la meilleure performance des 2, on l'additionne, et ça fait donc un total olympique. Le CrossFit, donc c'est un sport qui va regrouper plusieurs sports, on va dire, plusieurs patterns de mouvement. Donc surtout donc l'haltérophilie. Donc quand on parle de l'haltérophilie en CrossFit, donc il y a de l'haltéro olympique plus le squat, le deadlift, le bench press. Donc tous les mouvements qui vont être effectués avec du poids sur une barre. Ensuite il y a la gymnastique, tout ce qui va être donc gym suspendu, donc traction, les dips par exemple, les toast to bar, etc. Donc la gym suspendue et la gym inversée, donc tout ce qui va être marche sur les mains, push-up, etc. Donc tous les mouvements qu'on fera au poids de corps. Donc ça c'est de la gymnastique. Et ensuite on va aussi intégrer tous les mouvements cardio, que ce soit de la course, du rameur, du ski erg, du vélo, etc. Et ensuite on va mixer toutes ces modalités là et en fait on va en faire un sport à part entière. Donc après voilà. Et le CrossFit et l'haltéro, tu l'as découvert comment, dans tes études, ou sinon c'est à travers les études, en fonction des gens que tu rencontres, des activités? Alors, ce qui peut être un peu fou, c'est que j'ai découvert ça très tard. Genre, quand je suis rentré en STAPS, donc au début à la Réunion, il fallait vraiment qu'on aille en filière entraînement pour découvrir un peu la musculation. On pouvait faire une licence STAPS sans toucher une seule fois une barre. Et ça, en fait, c'est vraiment ça, en fait, que maintenant je me rends compte que c'est un peu bizarre, c'était un peu, parce que, on va dire que le sport, donc c'est la course de base et aussi les poids, parce qu'en fait, ça va ensemble. Et donc, donc j'ai découvert très tard, et je me rappelle encore, en plus, c'était en 2014-2015, donc ma première licence, et donc le CrossFit en France était encore très jeune. Et en fait, les profs, ils avaient une vision, on va dire, une vision assez pessimiste du CrossFit. Ils disaient, ouais, ça blesse, c'est des mouvements dangereux, c'est fait un peu n'importe comment. Et donc, en fait, moi, quand j'ai découvert le CrossFit, j'avais un peu cette appréhension-là, en fait. Et du coup, j'ai entendu parler du CrossFit en 2015-2016, mais je ne me suis jamais trop intéressé, en fait, à la méthodologie derrière. Et donc, du coup, j'avais eu ça en coup de vent, en fait. Et en fait, je ne me suis pas du tout intéressé. Bon, après, comme je t'ai dit, on a commencé dans la filière entraînement, donc à partir de la L2 et la L3. Donc là, on rentrait en spécialité. Donc là, comme j'étais en spécialité rugby et on faisait un peu de musculation, là, j'ai découvert un peu les barres. Mais bon, c'était très, très basique, quoi. C'était vraiment du squat, mais en demi-squat. C'était du bench avec le pied sur le banc. Enfin, c'était un peu fait, on va dire, c'était un peu rudimentaire et un peu, ouais, c'était pas la vision qu'on a aujourd'hui. Donc c'était vraiment, et je te parle de ça il y a 10 ans, pourtant, il y a vraiment un gap entre aujourd'hui et il y a 10 ans. Et donc après, je suis reparti en métropole pour poursuivre mes études. Et donc j'ai fait un diplôme universitaire en préparation physique, et c'est là en fait que j'ai entendu parler de l'haltérophilie. Et je me suis dit, ouais, c'est quoi ça et tout, c'est un truc de fou en fait. Et en fait, j'ai directement accroché. Et je me rappelle encore, on avait eu 3 jours de formation en fait dans l'haltérophilie dès la rentrée. Et je me rappelle, une barre de 30 kg, c'était lourd, quoi. Je me suis dit, putain, mais c'est fou, parce que tu pouvais avoir des mecs ou des meufs grands, petits ou plus forts ou plus faibles, mais qui se plus lourds que moi. Et donc je suis là, je fais, putain, mais attends, mais j'ai fait 10 ans de rugby, un peu de muscu, et une barre de 30 kg, je galère. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a un peu motivé à vraiment comprendre ce sport-là et rentrer dedans. Donc voilà. Et aujourd'hui, en fait, ça on en avait discuté un petit peu, pour être coach de CrossFit, toi tu as un DU, mais en fait, il y en a qui n'en ont pas. Rien à voir. Ouais. Alors en fait, pour être coach en France, il faut donc un diplôme délivré par l'État. Donc soit on fait un BPGEPS, donc là on passe par le CREPS par exemple, ou par des organismes de formation, ou sinon on peut avoir une licence TAPS. Par contre, il faut avoir aussi des brevets fédéraux, donc notamment en force athlétique et en haltérophilie, pour pouvoir coacher en salle de musculation. Après, on peut aussi avoir un CQP et aussi avoir d'autres diplômes annexes. En fait, il y a plusieurs voies possibles. Et ensuite, pour devenir coach de CrossFit, pour pouvoir encadrer le CrossFit, il faut passer ces levels
En fait, il y a 4 niveaux, level 1, level 2, level 3 et level 4. Et donc, selon ton niveau, tu as une appellation différente. Donc, moi, pour l'instant, j'ai le level 1. Donc là, je peux juste encadrer le CrossFit en France. Par contre, je ne peux pas me dire que je suis entraîneur de CrossFit. Parce que ça, il me semble qu'il faut avoir le niveau 3 ou le niveau 4. Donc, par exemple, sur mon CV, je peux pas dire que je suis entraîneur de CrossFit. Parce que ça, c'est vraiment un level au-dessus. D'accord. Donc, en fait, on passe par le level 1, puis après, on évolue comme ça. Alors qu'aux États-Unis, on peut avoir que le level 1 et venir dans une salle de CrossFit pour faire coach, en fait. D'accord. Donc, c'est ça ce qui est un peu spécial en France. C'est qu'en fait, il faut la double casquette. Il faut être coach sportif et aussi passer sur le level 1 de CrossFit. Ok. J'avais une question sur le fait de savoir s'il y avait dans ton parcours, s'il y avait des personnes ou alors des événements qui t'ont particulièrement inspiré ou influencé dans ta vie. Ouais. Quelque part, en fait, la première séance d'haltéro, en fait, c'est un événement marquant. Est-ce qu'il y a des personnes, en fait, qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore dans les sports que tu pratiques? Bah, comme je t'ai dit, moi, j'ai pas vraiment de référence si on parle d'entraîneur pour en parler. C'est plus tous les bénévoles qui m'ont aidé quand j'étais jeune, en fait. Tous ceux qui m'ont aidé, que ce soit au surf ou au rugby au départ. Donc c'est vraiment... en fait, c'est les gens qu'on voit pas, en fait, enfin qu'on n'imagine pas. C'est vraiment en fait ceux qui sont là tout le temps derrière toi quand tu es jeune, qui te poussent, et qui, aujourd'hui, on fait sûrement ce que je suis devenu dans le coaching, quoi. Parce qu'après, moi, en fait, il faut savoir que depuis que j'ai 16 ans, je suis bénévole dans des clubs et c'est vraiment ça qui m'a aidé, je pense, aujourd'hui à être là où je suis et à avoir fait, tous ces petits pas, en fait, qui m'ont amené là. Et après, on en citera après oui. si la question revient. Bien sûr. Et du coup, comment ça s'est passé tes débuts de coach, notamment ça a commencé à La Réunion ou tu as coaché un petit peu en métropole avant? Alors, ça a commencé à La Réunion, en fait, lors d'un stage de STAPS. Donc, j'ai commencé, en fait, on va dire, en tant que préparateur physique et, on va dire, coach adjoint de l'équipe de rugby, donc, où je jouais avec les juniors. Et en fait, le but, c'était d'intégrer un peu de musculation chez les jeunes et un peu de course à pied, comprendre comment se développer. Et donc, c'était ça la première vraie expérience que j'ai eue dans le coaching. Et ce qui était cool, c'est qu'au final, on avait 3 ans d'écart avec eux. Donc, j'étais un peu comme leur pote, mais aussi leur coach. Et c'était marrant, en fait, de faire cette expérience-là. Et puis, puis après, au fur et à mesure, j'ai fait des stages tous les ans, en fait, parce qu'en STAPS, on a un stage ou 2 stages par an. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fait des stages. Et voilà, et puis après, puis voilà où j'en suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça va, ça se passe plutôt bien, parce qu'en séance de CrossFit, des fois, tu as différents profils, tu vois, tu as des gens qui sont à l'écoute, d'autres moyens, d'autres pas du tout, parce que de ma petite expérience, en gros, il faut mettre un peu l'ego de côté parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, tout simplement, et qu'on va découvrir sur des mouvements techniques et dynamiques, que si on n'a pas les bases, au final, en fait, on peut se blesser. Et c'est pour ça, en fait, parce qu'au final, le CrossFit, mais comme l'haltéro, c'est accessible à tout le monde, sous réserve de commencer doucement. Exactement. Donc, en fait, le CrossFit, c'est vraiment adapté et adaptable à tous. Il ne faut pas forcément être musclé ou être bon en cardio ou en gym pour commencer. Au contraire, plus on est débutant, mieux c'est. Parce que là, on va déjà ancrer la bonne technique, la bonne forme de mouvement. Souvent, ceux qui sont très sportifs, ils arrivent et là, ils veulent faire tout vite et mettre de la charge et tout. Alors qu'en fait, le mieux, c'est commencer avec les débutants pour vraiment leur inculquer les bonnes valeurs, les bonnes postures. Et après, on peut les accompagner du mieux possible. Alors souvent, un sportif qui vient et qui commence, il a un peu son ego qui est un peu trop haut, il veut tout faire comme les autres ou plus, il veut prouver en fait qu'il est sportif et que le CrossFit en fait ça lui fait pas peur. Et au final, ils finissent souvent par se blesser ou par être dégoûtés ou par
par s'éloigner un petit peu par la suite. Alors que voilà, il faut vraiment, moi si j'ai un conseil, c'est même si vous êtes sportif, acceptez de prendre votre ego, de le mettre de côté, entrer dans la salle, être humble, écouter le coach et au fur et à mesure évoluer. Et pareil pour l'haltérophilie, si on arrive déjà avec de la force, c'est un gros gain, mais la force ne fait pas tout. Il faut vraiment ancrer les bonnes techniques si on veut durer dans le temps. Et si on veut surtout durer dans le temps et pas se blesser. Donc voilà, donc faut vraiment ancrer la technique avant la charge. C'est vraiment ça. Et est-ce que aussi, pour progresser, il y a à un moment donné une dimension nutrition ou pas trop Alors, moi je dirais c'est même primaire. Il faut vraiment se dire que le sport c'est bien, mais c'est pas tout. Quelqu'un qui fait du sport mais qui mange mal sera en moins bonne santé que quelqu'un qui mange très bien et qui fait pas de sport. Parce que le sport c'est un plus, mais il faut voir vraiment comme une pyramide. Et la base de la pyramide c'est la nutrition, le sommeil, la récupération. Forcément, si on a des objectifs de vie, imaginons quelqu'un qui veut perdre du poids, c'est pas en faisant du sport qu'il va perdre du poids. Ça va aider, mais si il mange mal, au final, il va rester dans un cercle vicieux. Parce que souvent, les gens qui veulent perdre du poids, par exemple, ils se disent je vais faire du sport et au moins je pourrais manger. Et quand on dit manger, c'est manger souvent des junk food, donc des fast food, du sucre, etc. Alors que quelqu'un qui mange déjà sainement et qui s'intéresse un peu à la nutrition, quand il va prendre le sport, en fait, ça va être un plus. Et ça va être bénéfique, en fait. Et en fait, ça va être un cercle vertueux. Donc, forcément, ça va rentrer en jeu. Et en plus, si on vise la performance, donc si on est déjà sportif, qu'on mange, on va dire, de manière équilibrée, et qu'on s'intéresse encore plus à la nutrition, là, par contre, c'est vraiment un gros gap. Et c'est là où on peut gagner vraiment au niveau. Donc, la nutrition fait partie vraiment intégrante de ce cycle-là. Aujourd'hui, quand tu coaches, tu prends cette dimension-là, c'est-à-dire c'est pas que sur la programmation, tu regardes un peu de manière globale. En fait, moi, j'ai pas le diplôme de nutritionniste et de diététicien, donc en fait, je peux pas faire de plan alimentaire, je peux pas dire aux gens, il faut manger tant. Par contre, je peux donner des conseils et aussi, leur dire, si tu es vraiment intéressé par ça, va voir un professionnel, parce que en fait, il faut que tout le monde reste à sa place, même si on peut donner des conseils. Mais donc, si quelqu'un chercherait, par exemple, à avoir une question sur l'alimentation, je peux le conseiller, je peux lui dire, écoute, tu devrais faire ça, peut-être réduire ça, etc. Mais en aucun cas, je pourrais lui vendre une prestation. Ça, par contre, il faut que... moi, je sais aussi mes limites, et du coup, je le redirigerai vers un nutritionniste qui sera bien plus apte que moi à faire ça. Par contre, oui, dans ma formation, on a eu ces cours-là, j'arrive à faire un plan alimentaire et sur moi, j'ai déjà réussi à en faire un, mais encore une fois, voilà, je préférais rediriger de la personne vers un professionnel de ce milieu-là. Ouais. Et si on parlait un petit peu d'haltéro et de programme haltéro, dans un programme haltéro, moi c'est ce que j'ai en tête, c'est que en gros c'est sur plusieurs semaines avec des charges qui montent crescendo et aussi des mouvements en fait un peu différents au fur et à mesure. Normalement en fait quelqu'un qui va suivre une programmation haltéro, est-ce que mécaniquement si elle fait le programme, elle va progresser en force et en posture? Alors ça va dépendre, on va dire, de la programmation, mais c'est pour ça. En fait, en haltérophilie, on va jouer sur plusieurs axes de développement. Donc forcément, sur la force, parce que plus on est fort, plus on va soulever lourd. Donc bien sûr, on va prendre en force. Après, je pense que sur une programmation d'haltérophilie, le point de départ, c'est vraiment la technique. Donc c'est vraiment corriger les erreurs potentielles. Et comme tu l'as dit, même s'il n'y a que 2 mouvements officiellement, autour de ces 2 mouvements, on a des variantes. On peut varier le départ, si on part du sol, si on part des genoux, si on part des hanches. On peut varier aussi la position des pieds. Donc c'est-à-dire si on part déjà le pied écarté donc en puissance, est-ce qu'on fait un saut, est-ce qu'on déplace les pieds ou pas? On peut partir aussi des blocs. En fait, il y a plusieurs possibilités. Et en fait, autour de ces 2 mouvements principaux, il y a une multitude de mouvements qu'on appelle des semi-techniques. Donc forcément, il y aura aussi une amélioration technique. Et après, ça va dépendre de l'objectif de la personne.
est-ce que c'est à visée compétition? Est-ce que c'est à visée sport santé? Est-ce que c'est... En fait, voilà, donc ça, c'est à discuter avec la personne, mais en tout cas, les bienfaits de l'haltérophilie, forcément, on appelle ça souvent que l'haltérophilie, que l'haltérophilie, c'est bien pour les muscles du dos et de la posture, et c'est vrai, on voit vraiment des nettes améliorations, et moi-même, j'en ai fait l'expérience. Il y a environ 4 ans, j'avais des grosses douleurs de dos, donc ouais, j'ai vraiment des gros soucis au niveau du dos. Et en fait, c'est en reprenant l'haltérophilie que j'ai plus de douleur. Bien sûr, j'ai repris barre à vide, hein. J'ai pas repris directement les charges. Mais en fait, j'avais arrêté pendant un mois la musculation et l'haltéro parce que je me disais, j'ai mal, ça empirait. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, il faut faire du mouvement, il faut que le dos il bouge, Et donc en fait, j'ai repris barre à vide. Et de semaine en semaine, j'ai augmenté de 2, 3, 5 kilos maximum. Et au fur et à mesure, en fait, et depuis maintenant, j'ai 0 douleur au dos. Donc en fait, c'est vraiment... parce qu'en fait, les gens ont peur un peu des charges externes, d'ajouter du poids, machin. En fait, si on n'ajoute pas de poids, justement, notre corps il sera toujours faible. Il faut mettre des contraintes, bien sûr, si on respecte encore une fois la technique, si on respecte la vitesse, etc. Mais par exemple, quand on voit que les gens qui courent, par exemple, qui sautent, etc., ça produit ça produit de plus grosses contraintes sur le corps, alors qu'une charge, si c'est maîtrisé, au final, ça sera moins fort. Donc c'est un peu ce débat-là aussi qu'on a avec les enfants. Est-ce que la musculation chez les jeunes, c'est dangereux? En fait, c'est pas dangereux tant qu'on respecte le gamin, en fait. C'est sûr que genre à 5 ans, on va pas lui foutre une barre sur le dos et on va lui dire descends et tout. Par contre, on peut lui apprendre à faire une pompe sans charge, on peut lui apprendre à faire une fente bien exécutée, on peut lui apprendre à faire un squat bien exécuté, et au fur et à mesure, en fait, on va gagner du temps. Ouais. Parce que eux, quand ils sont à l'école, on les voit, ils sautent d'escalier, ils sautent de marche, ils courent, ils vont dans tous les sens, et au final, ça fait des plus grosses contraintes qu'un squat, en fait. Et du coup, enfin, si on prend l'haltéro, CrossFit, mais c'est deux sujets à part, mais on peut parler un peu en même temps. Comment tu vois le développement aujourd'hui de ces activités à La Réunion? Enfin, parce que moi, autant CrossFit, je regarde un peu de loin, mais en fait, l'haltéro, je sais pas si on a des athlètes réunionnais qui soulèvent des barres, qui s'entraînent régulièrement. Enfin, je crois qu'il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui s'entraînent à l'haltéro. Ouais. Au niveau de La Réunion, moi j'ai un peu suivi ça de loin parce que je suis rentré il y a 1 an et ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que j'ai commencé la compétition, mais il y a 5 ans je ne connaissais pas trop l'environnement à La Réunion. En tout cas, depuis que je suis ça de près, depuis 2 ans, 3 ans maintenant, il y a de plus en plus de compétiteurs et franchement on a un niveau qui est vraiment pas mal. Donc là, chez les jeunes, on a Loan Payet, donc, qui a fait les championnats d'Europe, il me semble, ouais, championnats d'Europe, donc c'est U23 je crois, où il a fait les championnats d'Europe jeunes, ça c'est à vérifier. Par exemple, elle est vraiment très forte, donc au niveau de la France, de La Réunion du coup, mais du coup là elle est au Crèves de Toulouse, donc il y a vraiment du bon potentiel à La Réunion. Après, le problème c'est que l'haltérophilie ça paye pas, on va dire. Ouais. Donc les jeunes qui sont bons, des fois ils arrêtent pour faire leurs études, c'est normal. Et donc du coup à ce niveau-là, c'est là où je pense on doit arriver à combler un peu ce manque-là, parce qu'on a beaucoup de jeunes et une fois qu'ils partent sur les études, soit ils arrêtent, soit ils reprennent plus tard. Et au final, ça fait un petit trou en fait. Donc, et en fait, c'est un sport où le niveau mondial est tellement fort en fait, et que c'est là, je pense, où le plus gros doit être fait. Après, il y a quand même pas mal de compétiteurs qui viennent du CrossFit du coup, parce que le CrossFit a démocratisé un peu l'haltérophilie, et donc il y a beaucoup plus de compétiteurs qui ont commencé par le CrossFit et qui maintenant basculent sur l'haltérophilie.
Alors que moi, c'était l'inverse. J'ai commencé d'abord l'haltérophilie, puis après, je me suis mis au crossfit. Mais ouais, voilà. Ce que tu me disais, notamment au niveau haltéro, en fait, il y a encore du potentiel, notamment chez les femmes. Ouais. À La Réunion, parce que peut-être aussi parce que ça est en train de se démocratiser et puis du coup en fait tout le monde comprend que même si elles vont faire de l'haltéro, elles vont pas se retrouver bodybuildées. Exactement. Ouais. En fait c'est ça, souvent les femmes elles ont peur de prendre directement des épaules, des bras notamment. Enfin moi j'en fais depuis 4 ans, je suis pas énorme. Donc en fait il y a une différence entre vouloir faire du bodybuilding par exemple ou faire du sport de très haut niveau. Donc là forcément on met sa vie de côté pour ça. Donc on doit manger pour par exemple prendre du muscle, on doit s'entraîner pour performer, à 3 séances d'haltérophilie ou de crossfit par semaine. Donc en fait c'est vraiment un gap et en fait les gens ont un œil un peu négatif là-dessus parce que ouais moi je veux faire de la muscu mais pas trop parce que j'ai peur de prendre. Pour prendre du muscle, il faut y aller. Faut vraiment, soit on a une génétique qui est favorisée et vraiment là, on a de la chance ou pas, ça dépend pour qui. Ou sinon, il faut vraiment y aller pour vraiment prendre 10 kilos de muscle. Donc, à tous ces gens qui pensent ça, moi je leur dis, venez essayer un mois. Puis si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Mais au moins venez essayer et ne pas être fermé à cette idée en fait de je vais devenir trop musclé ou je ne sais pas, où je vais avoir mal au dos, etc. En fait, non. Vous allez voir qu'au final, quand vous rentrez dans le monde du crossfit, en fait, on rencontre souvent des vrais amis. Donc, des amis, on trouve vraiment une dynamique. Et puis, on souffre ensemble, on rigole ensemble. Et puis après, c'est juste 1 heure en fait, de pur bonheur. En fait. Et toi, aujourd'hui, à titre personnel, est-ce que tu as des objectifs de performance Ouais. En fait, moi, c'est plus donc, dans l'haltérophilie. Un objectif, ça serait d'être fédéral. Donc, le niveau fédéral, en fait, en métropole, en France, il y a les championnats de France élite. Donc, ça, on va dire que c'est la Ligue 1, si on veut. Et il y a les championnats de France fédéraux, on va dire que c'est la Ligue 2. Donc ça, c'est vraiment les plus grosses compétitions en individuel. Et donc moi, j'aimerais bien me qualifier peut-être dans 3 ans, 4 ans, aux championnats fédéraux, donc au Grand Prix fédéral. D'accord. Ça équivaut à une barre Ouais, donc ça équivaut de mémoire 275, il me semble, ou 287. 275 kilos, je crois, pour ma catégorie de poids. D'accord. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en gros, ça équivaut à peu près à 125 à l'arraché et à 150 à l'épaulé jeté environ. Et là, pour l'instant, mes meilleures barres, j'étais à 100 kg au snatch et 116 au clean and jerk. Donc je suis encore loin. Et aujourd'hui, tu pèses combien pour 1 mètre combien? Là, je pèse à peu près 85 kg et je fais 1m80. Ouais. Comme ça, c'est les gens qui nous écoutent, ouais. Voilà, ça leur donne une petite idée du challenge. Après, voilà. Après moi, la KT dans laquelle je suis, donc je suis en moins de 89. Donc là, il faudrait que je prenne un peu de poids pour remplir, on va dire, la catégorie. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des catégories de poids. Et donc, en fonction des catégories de poids, il y a des minima à avoir. Ouais, en fait, ça doit être un peu comme en musculation. Il y a des gens, ou même en boxe, il y a des gens, ou en MMA, c'est-à-dire qu'il y a des gens, à mon avis, qui sont en compétition 89, à moins de 89, et qui sont à 92, 93, dans la vie de tous les jours. Voilà, ouais. En gros, souvent, un vrai 89, il est aux alentours de 91, 92. Après, s'il sait qu'il perd vite du poids, il peut monter un peu plus. S'il sait qu'il perd lentement, il va être un peu moins. Et en fait, moi, j'étais entre 89 et 81. Je ne savais pas trop. J'ai essayé 81 et en fait, j'étais trop faible. J'avais pas de force. Du coup, là, en fait, j'ai pas vraiment de. Enfin, je veux pas forcément monter directement, prendre tout le temps en fait. D'accord. Donc là, en fait, ça me va de 85, 86. Et parce que j'ai pas envie de trop monter et être trop lourd directement, donc je préfère prendre mon temps et pour éviter. Enfin voilà, donc je vais monter tranquillement vers 89. Après, là en ce moment, je me demande pas si peut-être chercher 96, enfin donc la KT au-dessus, ça me rajoute 5 kilos sur les minima, mais par contre, ça me rajoute quasiment
8 kilos sur la balance. Donc en fait, ça permet pour moi de monter. Après, je sais que j'atteindrai peut-être pas 96, mais peut-être à 92, 93. Et justement, et ne pas avoir à faire de régime ou de diète un mois avant la compétition ou une semaine avant la compétition. Ouais, parce que c'est vrai que quand on regarde les poids lourds, notamment là aux Jeux Olympiques, souvent en fait ils ont un physique, enfin en tout cas les poids lourds, c'est-à-dire plus de 100 kilos, hein, c'est ça. Ouais. Ils ont, enfin voilà, ils ont un gros ventre, ouais, mais en fait quelque part, mine de rien, plus t'es costaud, plus tu gagnes quand même un peu. En fait, souvent on dit ça, plus on est lourd, mieux c'est. Mais après, plus on est lourd et plus dans tous les jours, c'est compliqué aussi. C'est ça. Donc, après, souvent, quand on regarde les grosses compétitions ou les JO, on retient souvent que les plus lourds parce que c'est le plus impressionnant. Mais il y a quand même beaucoup de catégories. Et par exemple, là, je pense que ceux que tu as en tête, ceux qui sont en plus de 109. C'est ça. Donc là, au JO, c'était plus de 102. Donc voilà, mais plus de 102, ça veut dire 102 et plus. Donc il peut y avoir 140, il peut y avoir 150, il peut y avoir. Donc forcément, tu regardes. Enfin, souvent, on retient que ces gens-là, mais il y a aussi des catés qui sont en dessous en termes de poids et qui soulèvent des barres quand même relativement lourdes. Donc c'est ça. En fait, il faut jouer avec ça. Est-ce que je préfère monter un peu en catégorie pour être mieux, pour pouvoir manger quand même, pour pouvoir bien m'entraîner, ou est-ce que je vise une qualification, je suis très proche, et là, je vais perdre un peu de poids. Après, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est que, à part si on a vraiment un vrai avenir là-dedans et qu'on a vraiment une qualification à jouer, là, on partirait sur une perte de poids. Mais sinon c'est manger régulièrement, manger sainement, pas vraiment faire de diète ou de régime, donc pas forcément prendre du poids, hein, mais en tout cas, je vais jamais conseiller aux gens de perdre du poids pour l'haltérophilie, à part si vraiment il y a un réel enjeu. Par exemple, j'ai une qualification aux Europes, une qualification au monde. Là, là, il va falloir, parce que c'est un vrai objectif. C'est un objectif vraiment énorme et ça demande beaucoup de sacrifices. Alors que si je veux faire ma première compétition à venir, donc pour débuter, ça sert à rien de se mettre la pression pour gagner 2 kilos en fait. Enfin non. Mange normalement, tu vas être pesé soit à temps, c'est pas grave, et tu feras les barres que tu peux. Parce que moi en fait c'est l'erreur que j'ai faite quand j'ai débuté. Après parce que on était en compétition pour une note. En fait on était une compétition et c'était notre évaluation du semestre. Et en fait si je passais, à l'époque j'étais un peu plus léger, donc j'étais à 76 kilos, donc il y avait moins de 73 ou moins de 81. Et en fait j'ai tout fait pour être à moins de 73 et au final j'ai contre-performé parce que j'étais fatigué, j'avais quasiment rien mangé pendant une semaine, j'avais fait des bains chauds salés pour perdre du poids, enfin n'importe quoi en fait. Et en fait je suis arrivé, j'étais cramé à la compétition, mes mouvements ils ressemblaient à rien. Donc en fait voilà, donc si vous débutez en haltérophilie ou même si vous avez 2 ans, 3 ans, ne cherchez pas vraiment à perdre de poids. D'abord, il faut mettre du poids sur la barre, avoir une belle technique et après on verra pour perdre du poids ou pour prendre du poids, mais sinon voilà, c'était le conseil. C'est là où on touche aussi du doigt, parce que tu vois, souvent les gens vont. Alors, ils peuvent critiquer le CrossFit sur la forme des mouvements, même si je trouve en 2024 c'est un peu moins. Ça va de mieux en mieux, voilà. Ça va de mieux en mieux. Et ils vont aussi ne pas comprendre un petit peu parfois le tarif, même le tarif de certains coachings, mais en fait, finalement, avoir la bonne posture, savoir se corriger et tout, ça se fait pas tout seul. En fait, c'est ça en fait. Enfin, et que nous, donc les coachs sportifs, quelle que soit leur discipline, on vend un savoir, on vend une pédagogie, on vend une expertise qu'on a forgée ou pas. Hein. Donc ça va dépendre de chacun. Mais si on met un prix, c'est ce qu'on estime qu'on va redonner à la personne. Donc oui, forcément, si vous voulez apprendre l'haltérophilie ou le CrossFit ou le basket, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire en ligne. Hein. Aujourd'hui, il y a tellement de tutos, tellement de vidéos, il y a beaucoup de contenu. Donc, on peut l'apprendre tout seul. Mais en fait, ce qu'on va vous vendre, nous, c'est le temps. Et je pense que le temps, ça n'a pas de prix, déjà de une. Et ensuite, c'est la sécurité. Parce que je peux apprendre un sport ou autre chose tout seul, mais peut-être que je vais prendre beaucoup plus de temps. Peut-être que ce que je vais apprendre, je ne vais pas être en sécurité. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, forcément, moi,
souvent on me dit ça, ouais mais le CrossFit c'est cher, tu te rends compte et tout, je peux aller dans une salle de musculation, je paye 29 ou 35 euros ou 39 euros par mois. Je dis mais tu y vas, mais tu vas y aller et tu vas faire 4 fois le même mouvement, puis après tu vas plus savoir quoi faire. Peut-être que le mouvement sera mal réalisé, peut-être que tu auras des douleurs au fur et à mesure, tu n'auras personne avec qui échanger. Enfin, donc au final oui tu payes pas cher, mais souvent ce qu'on voit c'est que les gens prennent un abonnement, ils y vont au début, ils y vont plus, ils continuent de payer. Et moi par exemple j'ai un exemple, hein. Chez des amis ça fait 4 ans qu'ils vont plus à la salle, ils continuent de payer la salle parce que c'est 29 euros ou parce que c'est 35 euros. Alors que le CrossFit si tu vas plus, bah tu coupes ton abonnement parce que le prix fait que bah on va vous vendre une méthodologie qui est éprouvée et qui marche. On va vous vendre aussi une communauté, on va vous vendre du bien-être, on va vous vendre de la joie et des amis aussi. Et donc oui, c'est un certain prix, mais après, je trouve que c'est quand même... Enfin, il y a beaucoup de bénéfices en dehors. Et quelqu'un qui commence, en fait, tu conseillerais, c'est-à-dire de faire combien de séances par semaine pour commencer c'est quoi, c'est 2, c'est 3? Alors, ça dépend déjà de son passé sportif et du temps qu'il a à ça. Parce que souvent, quand on commence, on est prêt, on veut envoyer la sauce et tout. Mais moi, je leur dis, est-ce que déjà tu as le temps? Parce que oui, tu peux venir 5 fois par semaine, mais c'est pour arriver en retard, te presser, te speeder, quand tu rentres, machin. Donc, déjà, il faut voir au niveau du temps. Après, si tu étais sportif ou pas. Moi, si quelqu'un qui n'est pas sportif du tout, je lui dis souvent, commence avec 2 séances par semaine, sur 1 mois, et après, tu passeras à 3. Je pense que 3, c'est le meilleur compromis, mais ça va dépendre aussi du passé sportif. Et forcément, du temps qu'il a. Mais ouais, franchement, 3 séances semaine, c'est largement suffisant. Et après, si vraiment on s'y prête au jeu, si vraiment on veut aller plus loin, 4, 5. En fait, la méthodologie fait qu'on peut s'entraîner tous les jours. Après, souvent, ce que CrossFit préconise, c'est 3 jours on, 1 jour off. 3 jours on, 1 jour off. Au moins, voilà. Et après, sur un jour off, ça ne veut pas dire je reste dans mon canapé et je fais rien. Je peux aller marcher, je peux aller nager un petit peu, par exemple, à la plage. Enfin voilà. C'est juste pas d'activité qui va être intense. Voilà. Donc un jour off, c'est pas forcément je fais rien et je reste chez moi. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de le dire parce que des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre de jours de récupération. Et ça ne veut pas dire, voilà, tu peux aller marcher, tu peux aller bouger, tu peux t'étirer, tu peux faire de la mobilité. Juste pas d'activité intense. Et aujourd'hui, en fait, dans ta semaine et tout, ça s'organise comment? Tu donnes des cours de CrossFit, tu donnes des cours d'haltéro aussi ou pas du tout? Tu coaches à distance de ce que je comprends? Alors moi, en gros, j'ai plusieurs casquettes aussi. Donc là, je coach dans 2 salles. Donc je coach 4 jours dans la semaine. Donc entre 3 heures et 5 heures par jour de cours. À côté de ça aussi, donc, je coach des personnes en ligne. Donc ça veut dire que je fais leur programme, que je leur fais aussi un retour vidéo. Et après, les cours d'haltéro, s'il y en a qui prennent des coachings personnels en présentiel, ça m'arrive des fois de faire 1 heure par semaine ou 3 heures. Ça va dépendre des semaines. Mais voilà. Mais en gros, souvent le matin, si je commence tôt, je coach 1 heure en CrossFit, donc dans la salle. Après, je fais mes retours vidéo, je fais les retours audio aussi, et je fais les programmations. Puis souvent, le midi, je recommence un cours de CrossFit. Et après, je m'entraîne souvent l'après-midi et le soir, je recoach en CrossFit. Voilà un peu la semaine. Du coup, aujourd'hui, en fait, tu vis de tes passions au final. Du sport. Je pensais pas pouvoir en vivre de sitôt. Je pensais que ça allait être un complément, mais que ça va être un peu dur au début parce que souvent c'est ce qu'on dit au coach, c'est que le marché il est saturé. Il est saturé si on s'investit pas. Si on s'investit vraiment, si on sait ce qu'on veut faire, et si on y croit vraiment et qu'on se lève le matin, on se dit bon allez, aujourd'hui je fais 1% en plus chaque jour. Au final, on peut très vite en vivre. Moi, franchement, il n'y a pas un mois là où j'ai eu un doute en fait. Même s'il y a des mois où forcément le CA il baisse un peu, mais c'est pas grave en fait. En fait, il faut toujours essayer de se diversifier, essayer
d'apporter aux gens, d'aller les voir s'ils ont besoin d'aide ou pas. Et souvent, c'est ça en fait, c'est donner du contenu, donc donner aux gens gratuitement. Et si ça leur a servi, et souvent ça leur sert, ils reviendront vers toi en fait. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à, même si c'est dur au début, voilà, on y va, on se lève, on fait le taf, et on aura ce qu'on mérite après. Parce que moi, par exemple, j'ai fait, je reviens un peu sur mes études, mais j'ai fait 9 ans d'études en tout, avec mes 2 licences, mon master et le DU. J'ai fait à peu près 12 à 13 stages non rémunérés pendant 9 ans. J'ai jamais rien demandé. Et voilà, mais aujourd'hui, tout ce que j'ai accumulé comme expérience, ça change comparé à quelqu'un qui a fait un BPGEPS par exemple, ou une licence TAPS qui a fait un an ou 3 ans et qui sort de son diplôme et qui veut tout de suite avoir de l'argent. En fait, il n'a pas accumulé toutes ces expériences passées. Donc ça prend du temps à construire son réseau. Et en fait, ouais, ça marche vraiment comme ça. Il faut vraiment créer un réseau. Il faut vraiment, il faut prouver aux gens que ce que tu as apporté, ça va être bénéfique. Ouais, en fait, il faut apporter de la valeur ajoutée. C'est ça, voilà. En fait, et je pense que dans chaque sujet, en fait, on doit donner avant de recevoir. Et il faut savoir être comme ça, parce que si on garde tout pour nous, au final, il n'y a personne qui va nous connaître et il n'y a personne qui va se poser la question. Peut-être que lui, il a quelque chose à m'apporter. Donc en fait, c'est ça, se réveiller tous les jours et se dire, allez, aujourd'hui, je fais 1% de plus tous les jours. Et en fait, ça paye sur le long terme. C'est pas quelque chose qui, en fait, si là, je reste assis là et je suis là, j'attends, il n'y a personne qui va venir, en fait. En fait, il faut aller vers les autres. Mais toujours en restant humble, en fait. Il ne faut pas, par exemple, je parle au coach surtout, quand on est en salle de muscu, on va voir quelqu'un, non mais attends, mais fais pas ça. C'est pas comme ça, tu vois, il faut dire. Peut-être que tu aurais essayé autrement. En fait, il y a une manière d'aller aborder les gens. Et voilà, il faut rester aussi à sa place. Parce que souvent, on veut aider, mais des fois, la personne ne veut peut-être pas de ton aide aussi. Donc il faut savoir aussi gérer avec ça, en fait. Donc c'est un peu, de toute façon, ça c'est il faut faire des essais, en fait. Il faut essayer, il faut prendre de l'expérience, voilà. Voilà un peu. Ouais. Ok. Je suis arrivé à la fin de mes questions. Je sais pas si tu voulais aborder d'autres sujets. Est-ce qu'on a fait un peu le tour Ouais, on a fait un peu le tour. Ouais. Non, mais après. Parce que là, on a fait quoi? L'idée, c'était de regarder aussi, toi, d'un point de vue personnel, comprendre le parcours, et puis voir un petit peu les haltéros, crossfit et autres. Ouais. Je sais pas de quoi on pourrait parler d'autre. Parce que j'avais noté l'évolution du crossfit à La Réunion, mais le problématique, c'est que personne ne sait. Ouais, déjà, l'évolution du crossfit tout court, en fait, c'est une question un peu compliquée. Ouais, là, c'était vraiment sur une pente ascendante. Il me semble qu'en 2018, après, il y a eu un peu moins de personnes qui étaient inscrites, en tout cas, aux CrossFit Games, donc qui étaient inscrites aux Open. Et là, ça remonte un peu. Depuis 3-4 ans, ça remonte. Après, moi, je pense que ça va continuer à augmenter, mais là, je pense qu'on arrive à, un petit gap où là, on doit. Je pense que CrossFit doit maintenant remettre une plus-value, en fait. Remettre une plus-value à sa méthodologie et à encore plus renforcer son image. Parce qu'en fait, les gens, ils adhèrent à une image, ils adhèrent à un groupe. Et donc, ça va être bien pris au départ. Et donc là, je pense que surtout à La Réunion, là, ce qui est cool, c'est qu'il y a de plus en plus de compétitions. Donc forcément, ça va amener du monde. Mais on sait que les compétiteurs, ça représente qu'une petite partie, en fait, de la communauté CrossFit. Et en fait, à La Réunion et même en métropole, et je pense aussi ailleurs, c'est pas les crossfitters, on va dire, de compétition qui font CrossFit. C'est tous les gens du quotidien, en fait, qui viennent juste pour le sport santé. Et je pense qu'on devrait plus axer sur ça aujourd'hui. En fait, montrer en fait, quand on pense CrossFit, on pense directement à des mecs ou des filles balèzes qui soulèvent des grosses charges, qui courent partout, qui montent des cordes et tout. Mais en fait, c'est pas ça. Parce que toi aussi, quand on vient en cours, par exemple, c'est rare que tout le monde fasse le RX, donc le niveau haut, on va dire. On aura toujours une charge qui est adaptée. Et puis, on voit très bien que on prend le temps pour la technique.
Et donc en fait, je pense que c'est là où on devrait plus communiquer là-dessus, en fait, que c'est pas, que le CrossFit c'est pas, je soulève le plus lourd possible, je cours, je saute. Non, c'est vraiment, on apprend des postures, on apprend à comment se déplacer dans l'espace avec un poids ou non. On apprend vraiment à porter des charges. Et en fait, on essaie de reproduire des situations qu'on vivra au quotidien. Donc, je pense que c'est plus sur ça où aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde doivent être au courant de ça, en fait. Ouais. Parce que souvent, quand tu dis CrossFit, tout le monde mais c'est dangereux, ça fait mal, c'est lourd. Alors que en fait, non, en fait, c'est vraiment adapté à tout le monde. Bien sûr. Donc voilà. Et puis. Bon, du coup, on arrive à la fin de notre entretien. Merci beaucoup, Sébastien, pour avoir partagé ton expérience, ta vision, et puis nous avoir expliqué aussi les choses en parlant vrai, si je puis dire. Hein. Ça permet en fait à tout le monde de découvrir d'une autre manière ces sports-là. Et je voulais savoir, est-ce que tu avais un dernier message à adresser à nos auditeurs? Surtout, si vous avez un objectif en tête, il faut pas lâcher, en fait. Parce que la vie est compliquée, elle est dure pour tout le monde, je pense. Chacun a ses petits soucis. Mais en fait, si on reste focalisé là-dessus, on n'avancera pas. Donc il faut vraiment se dire qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir changer les choses à notre échelle, hein, bien sûr. On ne va pas tout changer dans le monde, hein, c'est pas ça. Mais de se dire que chacun d'entre nous, on peut peut-être apporter quelque chose déjà à soi-même et aux autres. Donc vraiment de ne pas hésiter à passer à l'action. Voilà. Ouais. Donc c'est parce que faut vraiment se dire que on peut aider déjà nous-mêmes et d'autres personnes. Sûr. Ouais, donc c'est ça le mot de la fin. C'est clair. Merci beaucoup en tout cas. De rien.